le bloc de l'Est, le plus grand regroupement d'États dans l'Europe du XXe siècle. Dirigé et dominé par l'Union soviétique, politiquement soumis aux idéaux communistes et militairement lié au pacte de Varsovie. Pendant 45 ans, tout au long de la guerre froide, le bloc de l'Est est en confrontation avec les pays membres de l'OTAN. L'enjeu porte sur le pouvoir, l'hégémonie et les zones d'influence. Mais il s'agit surtout de conquérir le cœur et l'esprit des gens. Denn nur der Sozialismus gibt der Jugend eine Gegenwart und eine Zukunft, in der sich lohnt, zu leben und zu kämpfen. Le communisme est censé devenir le meilleur et le plus juste des modèles de société qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Il promet l'égalité et la prospérité pour tous. Човека като труженик, човека като творец, човека като потребител. Les actifs de l'Est doivent pouvoir bénéficier de tout ce dont leurs homologues de l'Ouest disposent. Et même plus, éducation gratuite, soins médicaux et prestations sociales pour tous. Les dirigeants et les planificateurs soviétiques mettent tout en œuvre pour cela. Des usines et des centrales électriques sortent de terre. L'industrie produit de puissantes armes. Le bloc communiste part même à la conquête de l'espace. Первую колею на лунной поверхности проложил советский луноход-1. Pour démontrer la supériorité des pays de l'Est dans presque tous les domaines, les leaders soviétiques planifient et organisent la construction de véhicules pour les particuliers. L'automobile, un produit industriel à même de devenir un élément central de la culture familiale, un symbole de liberté. Le capitalisme a ses voitures, le socialisme fabrique les siennes. Каждые 20 секунд новенькая машина. L'Union soviétique donne le ton en matière de construction automobile, comme dans les affaires militaires et dans le domaine idéologique. Вперед к победе коммунизма! Ladies and gentlemen, the President of the United States. You know, in the Soviet Union, to buy an automobile, and most of the automobiles simply are government-owned and driven by the bureaucrats, but to own an automobile, you have to put your order in 10 years in advance. Почему же это возможно? Это возможно потому, что советская экономика неизменно развивается на основе разработки и осуществления единых народно-хозяйственных планов. And you have to put up the money 10 years in advance. Скажите, пожалуйста, на что вы копите деньги? Знаете что? Решил сменить машину. And this one fella, the story they've made up and they tell is about this fella that's finally got the money, goes in, goes through all the process of signing the papers and putting down the money, and then the man behind the counter said, all right, come back in 10 years and take delivery. Планирование позволяет как бы раздвинуть горизонт времени, заглянуть в завтрашний день. И не только заглянуть, но и приблизить наступление этого завтрашнего дня. And the fella said, morning or afternoon? And the fellow behind the counter says, well, 10 years from now, what difference does it make? Well, he said, the plumber's coming in the morning. God bless you all.
Дорогие москвичи, нам приятно сообщить вам новость. Только что в магазин по продаже автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Новая модель значительно отличается от старой. Не правда ли? Красивая машина. Современная, элегантная. Безусловно, она завоюет в самое ближайшее время симпатии многомиллионной армии автолюбителей. Чем же отличается новая модель от старой? Мощность его доведена до 30 лошадиных сил. Вот что хотелось сказать о двигателе. Rien que les jantes, sans les soupapes et les pneus, coûtent 12 000 $. Ma famille est très attachée à cette voiture. Alors que ma mère était sur le point d'accoucher, mon grand-père est allé dans la rue et il a arrêté la première voiture qui passait. C'était une Zaporožets. Je suis quasiment né dedans. Imaginez un peu. On allait à la mer dans cette voiture avec mon frère et ma mère, en transportant sur une énorme galerie tout ce dont on avait besoin pour passer un mois au bord de la mer Noire. En cas de surchauffe, le moteur s'arrêtait. Et quand on roulait sur un nid de poule, il n'y avait brusquement plus d'essence. Alors on se débrouillait avec une petite pompe. Il fallait entre 12 et 14 heures pour atteindre la mer. Aujourd'hui, le même trajet s'effectue en 3 heures. Cette petite Zaporožets était conçue pour les plus pauvres, et à l'époque du communisme, il y en avait beaucoup. Je m'appelle Petar Klisarov, et voici une de mes créations. Georges. La vie a fait que je suis très attirée par les voitures. Peut-être que je le dois à mon arrière-grand-mère, qui était conductrice de tracteur en Union soviétique. Pendant la guerre, elle a enfoui elle-même un tracteur pour le cacher aux fascistes. Plus tard, elle lui a redonné vie. Tous les champs des environs ont été labourés avec ce tracteur. Nous nous trouvons en Russie, dans l'oblast de Moscou, à Vysokovsk. Voici mon garage. Et là, nous avons une Zaporožets fabriquée en 1967. C'était une des premières voitures qu'un soviétique pouvait se payer. On prévoit de la prendre l'année prochaine pour aller en Crimée. Ça représente un trajet d'un peu plus de 2000 km. Lors de notre dernière virée, nous avons fait 5200 km sans une seule panne. C'est une route très fréquentée. Et les gens ont une réaction extrêmement positive en voyant notre Zaporožets. À vrai dire, il est impossible d'être triste au volant de ce véhicule, parce qu'il rappelle de beaux souvenirs aux gens. Beaucoup viennent me voir et me parlent de leur enfance ou de leur jeunesse. Ils me racontent qu'ils partaient avec toute la famille en Crimée dans ce type de voiture. On leur permet de se remémorer de bons moments, de se replonger dans leur enfance et leur jeunesse. On apporte, pour ainsi dire, des sentiments agréables au peuple.
La particularité de cette voiture, c'est qu'elle est extrêmement bon marché, mais qu'elle a été retapée comme si c'était le modèle le plus luxueux. Plus de 30 personnes ont travaillé dessus. Le peintre, avec toute sa famille, le sellier garnisseur, qui a littéralement vécu plusieurs semaines dans le véhicule, et les gens qui ont installé la stéréo. L'ingénieur du son n'a pas voulu d'argent pour son travail. Il a dit qu'il le faisait pour la gloire. Idem pour le jeune homme qui m'a donné les cerclages de phare. Il m'a dit « Envoie-moi juste une photo quand ce sera fini. Je ne veux pas d'argent. » Les Bulgares ont un très bon fond, mais la société dans laquelle ils vivent aujourd'hui les isole et les monte les uns contre les autres. Миналата година един познат, нали си купи жигули? Откраднаха му я на другия ден. А да порочи никой не краде. Купувайте тогава, запрости колкото щеш. Чакам цвят. Сега, извинете, чакате ли тъмносини запорожци? Пипите ли чакали? On avait bien des soucis à l'époque. Ce n'était pas facile de trouver le bonheur et de le faire durer. Une fois qu'on vous le prend, tout est fragilisé. Donc les longs trajets parcourus avec ces voitures étaient une échappatoire. Toutes les pièces métalliques du véhicule ont été emballées dans du papier journal et transportées dans des valises jusqu'au Canada. Là-bas, elles ont été chromées en l'espace de 2 ans environ. Pour créer ce petit bijou, il a fallu utiliser plusieurs aporojets. On en a acheté une pour ce miroir, une autre pour les enjoliveurs, une autre encore, et c'était peut-être le plus choquant, parce qu'on avait perdu une des petites vis du flotteur dans le réservoir. Et comme c'était une drôle de tige filetée sans tête, on a dû acheter une voiture spécialement pour récupérer cette petite vis. Quand je la conduis, je porte des gants de golf qui ne se vendent qu'à l'unité. Mes chaussures sont des Prada. C'est un prototype. C'est sans doute la seule paire de chaussures Prada Zaz au monde. Бессовестный ты человек. Что такое? У тебя сколько лошадиных сил? У меня? В машине. 75. А у Зои? В Запорожце? 25. 18. О, консервная банка системы Запорожец. Новой марки? Старье. Sacha, tu peux venir? C'est intéressant de voir comment en Union soviétique, on vérifiait que le kilométrage n'avait pas été trafiqué. Ici, il y a encore un sceau en plomb soviétique. Alors la voiture a bel et bien fait 38 000 kilomètres. J'ai plaisir à les conduire, mais j'aime aussi leur redonner vie. Je suis toujours triste de voir une voiture soviétique abandonnée. J'imagine la joie qu'elle a dû procurer aux gens autrefois. Et maintenant, elle est tombée dans l'oubli. Ça me fait tellement de peine que j'ai envie de la remettre dans le même état qu'à sa sortie d'usine. C'est un besoin que je ressens au plus profond de moi et qui est absolument irrépressible. Lorsqu'on me demande pourquoi on ne voit pas cette voiture dans les défilés d'automobiles anciennes en Bulgarie, je réponds qu'il est tout simplement inconcevable qu'elle soit récompensée par une coupe en plastique bon marché importée de Chine.
Quand la route sera en bon état et que je pourrai aller à l'exposition sans abîmer ma voiture, j'irai. L'argent, ce n'est pas tout. Il y a des choses qu'il faut faire correctement. La voiture a été achetée dans un garage pour environ 75 €. Quelqu'un l'avait gagnée à la loterie et avait roulé avec jusqu'en 78. Elle a 70 000 km au compteur. Elle a eu de la chance de se retrouver entre mes mains. Je l'ai métamorphosée. Et les jeunes d'aujourd'hui sont bien incapables de dire ce que c'est. Une Mini Cooper ou une Fiat. Il ne leur vient pas à l'esprit que ça puisse être une Zaporozhets, une voiture socialiste. Avant, les gens attendaient 5 ans pour en avoir une et partir à la mer avec. J'aime beaucoup mes voitures. J'essaie vraiment d'en prendre soin. Une jeune fille est avant tout une dame. Et ce côté élégant me plaît bien. Un peu comme Marilyn Monroe. Je ne cherche pas à l'imiter, mais elle savait se présenter sous son meilleur jour. Après la Seconde Guerre mondiale, la Norvège se trouvait dans une situation économique difficile. Nous avions été occupés par les Allemands pendant 5 ans et il fallait reconstruire le pays. Le gouvernement a donc passé un accord avec les pays d'Europe de l'Est pour nous permettre d'acheter des véhicules à des conditions avantageuses. À l'époque, quand on voulait une voiture, il fallait demander une autorisation d'achat aux autorités. Mais pour les voitures d'Europe de l'Est, ce n'était pas nécessaire. On pouvait aller directement chez le concessionnaire et en acheter une. Pour moi, tout a commencé quand j'ai décroché une place d'apprenti chez l'importateur officiel norvégien de Skoda. C'est l'époque où Skoda a lancé son modèle à moteur arrière, le 1000 MB. J'ai rassemblé tout mon argent et j'ai demandé à l'importateur si je pouvais en avoir une. Il m'a fait un bon prix. L'été, j'ai utilisé cette voiture dans les courses sur gravier et l'hiver, dans les courses sur glace. Pour l'importateur, il était important de montrer à travers le sport automobile que c'était un véhicule rapide et fiable. Par la suite, quand il y a eu la possibilité d'avoir des voitures plus rapides avec de meilleurs moteurs, le directeur a donné son accord. Ils se sont procurés quelques pièces détachées et on a fabriqué des moteurs de voitures de course améliorés. Au milieu des années 60, j'ai fait mon service militaire et je me suis occupé de chars. J'ai préparé cette voiture dans le camp militaire où on travaillait sur des chars Patton. C'est donc entre ces blindés de fabrication américaine qu'on a construit une automobile de marque tchécoslovaque. On était en 1966. La Tchécoslovaquie était un pays socialiste. Il est assez drôle de penser où et comment elle a vu le jour. On a commencé à utiliser cette voiture à l'été 67. Et dès la première course qui a eu lieu en Suède, on a gagné. Jon Haugand se svým spolujezdcem Arildem Antonsenem, tato norská posádka je nejlepší zahraniční posádkou na vozech Škoda. Mr. Haugand, Pane Haugande, jste jezdec vysokých kvalit. Puis, en 1968, je suis allé pour la première fois en Tchécoslovaquie et j'ai visité l'usine. En entrant, je me suis senti comme au paradis. Il y avait plein de voitures de course, de véhicules de rallye, de modèles de Formule 3, de prototypes de sport, enfin de tout.
On a préparé la voiture à une course européenne de 6 heures organisée à Brno. On devait donc aller à Brno, situé à 300 km de Mladá Boleslav. J'ai demandé au responsable comment on pouvait amener le véhicule là-bas. C'était une voiture de course avec un tuyau d'échappement ouvert au ras du sol. Il m'a dit « Pas de problème, tu la conduis. Ce n'est vraiment pas un problème. » C'était formidable, parce que sur le pare-brise de ces voitures, il y avait un autocollant sur lequel était écrit en tchèque « Véhicule d'essai et d'entraînement », ce qui signifiait « pas de limitation de vitesse ». On a pris les petites routes de campagne de Mladá Boleslav à Brno. Je n'avais encore jamais roulé si vite sur la voie publique. C'était vraiment génial. On est arrivé à Brno et on a participé à la course de 6 heures. Tout s'est bien passé. Je suis arrivé deuxième dans ma catégorie. Ensuite, on est retourné à Mladá Boleslav. Il faisait nuit et il y avait beaucoup de bruit. On a vu que les gens étaient inquiets. Il se passait quelque chose, mais je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Jusqu'au moment où j'ai aperçu un char derrière la voie ferrée. C'était le 25 août 1968. Les Russes envahissaient la Tchécoslovaquie. Je me suis retrouvé en plein dedans. На секундах свысока наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновения спрессованы в года. Мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. En décembre de la même année, je suis retourné à Mladá Boleslav pour aller chercher des pièces détachées. La différence était flagrante. En août, tout le monde était heureux et aimable. En décembre, c'était la dépression totale. Posséder ce genre de voiture était quasiment de l'ordre de l'impossible. Voilà comment ça se passait à l'Est. Quand on avait 18 ans, on commandait une voiture et ensuite il fallait attendre 15 à 20 ans pour l'obtenir. Je m'appelle Marion Malke. Je suis dentiste et je vis en Basse-Saxe. Mais Rolf peut vous en dire un peu plus. À Rostock, comme dans tous les chefs-lieux de district, il y avait un marché noir de voitures qui est devenu légal dans les années 80. On y allait le dimanche. On passait une petite feuille par la vitre pour faire une offre. Les plus habiles arrivaient à faire monter les enchères. Tout le monde savait que pour une Trabant d'occasion, il fallait compter plus de 12 000 marks est-allemands. Et pour une Wartburg relativement neuve, il fallait ajouter 10 000 marks au prix d'origine. Je me souviens qu'il a demandé à presque tous les patients s'ils n'avaient pas passé commande d'une voiture qui devait être livrée sous peu. Il se trouve que quelqu'un voulait construire sa maison et qu'il avait besoin d'argent pour ça. Il nous a donc cédé sa commande.
Da ist er. 125 Kilometer. Ausgezeichnete Straßenlage. Der neue Wartburg 1000. Ces gaz d'échappement, comment on a pu les supporter? C'est incompréhensible. Dans tout l'Est, il y avait cette odeur. On a eu beaucoup de chance de dégoter cette Wartburg rouge. C'était un vrai bonheur. Ça nous suffisait. C'était bien comme ça. D'une manière générale, les femmes ne prenaient pas souvent le volant, parce qu'en cas de panne, on ne trouvait pas de pièces détachées. Et dans la plupart des cas, les hommes avaient besoin de la voiture pour aller au travail. Donc, je n'ai jamais conduit la Wartburg. De la même façon, il était strictement interdit de prendre la Trabant des parents. C'était tout bonnement impossible. Au milieu des années 80, les conditions de vie étaient tellement dégradées en RDA qu'il y avait des problèmes partout. La situation ne faisait qu'empirer. En 1989, nous étions extrêmement mécontents. Et si j'en avais eu la possibilité, je serais parti beaucoup plus tôt. DDR-Bürger, die in der deutschen Botschaft im Palais Lobkowitz in Prag Zuflucht suchten, hatte es schon seit langem gegeben. Aber jetzt, im August 1989, bekommt die Fluchtwelle plötzlich eine ganz neue Dimension. Ja, wir haben es einfach gleich gemacht, die Nacht gepackt. On a fait nos valises la nuit même et on est parti le lendemain matin très tôt. Il faisait le même temps qu'aujourd'hui, c'est-à-dire de la brume, puis une percée du soleil. On n'a pas réfléchi plus que ça. On s'est juste dit qu'on ne pourrait pas faire de pause sur la route. On a quand même pris soin de coller ce maudit autocollant de la RDA sur une vitre qui était tout le temps embuée. Sinon, à la frontière, ils auraient pu nous demander de nous mettre sur le côté et de défaire tous nos bagages. Pour coller l'autocollant, donc, on s'est arrêté sur le bord de la route et on a vu passer énormément de voitures en provenance de Saxe et de Thuringe qui se dirigeaient visiblement aussi vers la frontière. Ça a été une chance pour nous. Quand on est arrivé au poste frontière, on a vu que tous les gens devant nous avaient dû déballer leurs affaires, vider leurs coffres et même démonter leurs sièges. Et comme les agents étaient très occupés ou qu'ils n'avaient plus personne pour nous contrôler, ils nous ont laissé passer en disant sèchement « Allez-y ». On n'avait pas besoin de regarder la suite de l'itinéraire sur une carte. On a suivi simplement les Trabant et les Wartburg jusqu'à Prague. Et là, près d'une station de métro, on a abandonné notre Wartburg, qui nous avait coûté si cher et qui était encore relativement neuve. On a dû laisser le véhicule, mais j'avais encore les clés sur moi. Je savais très bien que cette voiture, on ne la reverrait plus jamais. J'ai pensé qu'il fallait s'y résoudre pour pouvoir partir d'ici, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. En marchant jusqu'au bus qui devait les amener à la gare, les gens donnaient leurs clés de voiture à des Tchèques. Ils leur communiquaient l'emplacement du véhicule et leur souhaitaient bonne chance. Mon mari a sûrement eu beaucoup de chagrin en abandonnant la voiture à Prague. Et on s'est dit, allez, ce n'est qu'une voiture, un objet usuel. Il faut aller de l'avant. Voici un livre sur cette période. Ce serait vraiment fou de retrouver notre voiture. Tu vois un modèle rouge quelque part? Oui, là, au loin. Je ne sais pas si c'est une Wartburg. On n'oubliera jamais cet arbre auquel étaient accrochées toutes les clés d'appartements et de voitures abandonnées à Prague.
Plus tard, on a appris que toutes ces voitures avaient été ramenées par des agents de la Stasi. Le téléphone a sonné et mes parents m'ont informé que les véhicules avaient été dûment rassemblés dans un camp et qu'on pouvait les récupérer. Bien sûr, après avoir rempli un petit formulaire. On a signé le papier et mon père est allé chercher la voiture. J'ai trouvé ça très bizarre. Mais j'ai surtout pensé à la logistique qui avait été nécessaire. Les agents de la Stasi étaient venus en bus de Berlin jusqu'à Prague. Ils avaient ensuite parcouru toute la ville pour retrouver les voitures. Ils avaient vraiment cherché partout. Tout ce déploiement de personnel pour récupérer un peu plus de 2000 véhicules, c'est incroyable. Mais ils avaient sûrement une idée derrière la tête. Ils voulaient sans doute les revendre eux-mêmes à l'Est, j'imagine. Le soir du 9 novembre 1989, des véhicules est-allemands franchissent pour la première fois sans entrave le mur de Berlin. Surnommé par Willy Brandt le mur de la honte. La réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest fait tomber le rideau de fer et met fin à la guerre froide. Mais les voitures du socialisme ont encore de la route devant elles. Elles deviennent les souvenirs vivants d'une époque révolue. Tanzt unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber. Liegt unser Glück nur im Spiel der Neutronen. Contrairement à la Tchécoslovaquie, à la République démocratique allemande, à la Roumanie et à la Pologne, la Bulgarie n'a jamais eu sa propre marque automobile. Sous l'ère socialiste, la Moskvitch soviétique était le modèle le plus répandu dans le pays. L'oncle Manol était un passionné de technique et de voitures. C'était notre grand sujet de conversation. La Moskvitch était toute sa vie. Il lui parlait, même quand il s'affairait dessus. Un jour, il m'a dit « Je vais sûrement te laisser la Moskvitch ». C'était sa compagne. Oui, son auto Marika faisait partie de la famille. Il disait toujours « Marika connaît le chemin jusqu'au village ». Mon beau-fils a proposé de vendre la Moskvitch comme voiture de collection. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que mon oncle l'avait promise à son ami. Et il fallait exaucer son souhait. Après sa mort et notre discussion avec mon beau-fils, ma fille a rêvé la nuit que mon oncle lui disait d'un ton ferme et d'un air grave « Ne touchez pas à ma voiture, donnez-la à celui que j'ai désigné ». C'est Marika. Ma Moskvitch Marika.
Je crois qu'il serait d'accord pour donner la voiture à Neven. Neven va s'en occuper. Il s'intéresse aux voitures anciennes et je suis convaincue qu'il prendra bien soin de Marika. Je ne pense pas me tromper. Et je crois que l'oncle Manol est content. Tania. Bonne journée, Neven. Au revoir, ma chérie. Ne pleure pas. Tout va bien se passer. On fera attention à elle. Bonne chance avec la voiture. Et roule avec. Tout ira bien. Bonne continuation. Поставьте ноги вместе. Выполняем поочередные движения плечами вверх, приседая и выпрямляясь. И вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Je cherche à acheter des voitures rares. Et un jour, je suis tombé sur cette Moskvitch que j'ai pu acquérir à un prix convenable. On est ici à Saint-Pétersbourg. On essaie sans cesse de lancer des tendances qui sont nouvelles en Russie, mais déjà dépassées dans le reste du monde, comme le lowriding. On tente de fabriquer des voitures sur le modèle américain.
parce que c'est aux États-Unis que tout a commencé. Et en même temps, on intègre des éléments russes, souvent par manque de moyens financiers. La différence avec les Américains, c'est qu'ils utilisent l'hydraulique, et nous, les suspensions pneumatiques. Cette Moskvitch a été réexportée de Cuba. Il y a encore beaucoup de voitures soviétiques là-bas. À l'origine, cette carrosserie était conçue pour les usines, pour transporter toutes sortes de produits sur les sites de production. C'était donc un véhicule technique. Il a été fabriqué à la va-vite, sans grande réflexion. On l'a équipé d'un coffre, voilà tout. Les soudures laissent à désirer. Dans l'habitacle, il n'y a aucune finition. Très peu de ces véhicules sont aux mains de particuliers. Les usines les mettaient au rebut quand elles n'en avaient plus besoin. C'est pour ça qu'il ne reste presque plus de Moskvitch de ce type. Дело в том, что мы столкнулись с очень серьезной проблемой, которая потрясла весь коллектив завода. Всю жизнь наш автомобиль пользовался авторитетом. Почти 70% мы отправляли на экспорт. И вот 2 года назад вдруг под Новый год в стране оказалось 36 тысяч нереализованных москвичей. La Moskvitch n'est pas une voiture qu'on conduit avec 2 doigts. Il faut vraiment se donner du mal. Il n'y a pas de direction assistée. Elle n'a pas été conçue pour le confort, mais juste pour rouler. Оказалось, что качество сборки нашего автомобиля полностью не соответствует тем документам, даже существующим на заводе. И, конечно, потребители мучились, утратил завод репутацию. Начинаем очередное занятие аутогенной тренировки. Примите удобную позу. Сделайте 3 глубоких вздоха. Представьте себе, что вы в лесу. На автозаводе все благополучно. Конвейер движется спокойно и ровно. Детали поступают на сборку. Все детали для всех узлов. Я успокаиваюсь. Я отвлекаюсь от всего, что меня тревожит. Я отдыхаю. You know, there's a 10-year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. There's a 10-year wait. And you go through quite a process when you're ready to buy, and then you put up the money in advance. Во всех бригадах людей в достатке. Никто не увольняется с завода, ритмично работают смежники, точно в срок поступают комплектующие детали. Мое дыхание становится спокойным и ровным. Я отдыхаю. This happened to a fellow, and this is their story that they tell, this joke. That this man, he laid down his money, and then the fellow that was in charge said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon? And the fellow behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make?
Je me suis posé cette question. Qu'est-ce que tu n'as jamais pu obtenir du temps de la RDA? Une Lada 2106. Tout le monde était fou de cette voiture. Le moteur était extraordinairement puissant. Il avait 80 chevaux. C'était le premier modèle avec appuie-tête et autres accessoires. Je suis très heureux d'en avoir une aujourd'hui. Non seulement c'est une belle réussite sur le plan technique, mais comme c'est une ancienne voiture de la police est-allemande, elle déclenche toujours un sourire chez les gens. Donc c'est très sympa. On sait que la police est-allemande se faisait livrer des véhicules civils. Dans chaque bureau de district, les voitures étaient transformées à la main. Elles étaient repeintes, les signaux étaient fabriqués manuellement sur place. Il y a des jours où c'est vraiment drôle de se balader dans la région au volant d'une Lada socialiste. Avant 1989, ce véhicule de police inspirait une certaine crainte à la population. Dès 1990, ça a complètement changé. On est passé à l'autre extrême. Lorsqu'on se rend à un événement avec notre Lada, systématiquement, à l'est comme à l'ouest, ça fait sourire les gens. Mais c'est très bien comme ça. On conduit ce genre de voiture pour s'amuser, pas pour susciter des sentiments négatifs. Et visiblement, les gens l'ont compris, puisqu'ils applaudissent toujours à notre passage. Plus personne n'a peur. Die Deutsche Demokratische Republik werde weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Ich schlage vor, das Glas zu erheben und zu trinken auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Le bloc de l'Est s'est effondré et le système soviétique appartient désormais au passé. Mais les automobiles du socialisme n'ont pas disparu pour autant. Elles survivent dans un monde peuplé de rêves et de souvenirs. Et si elles sont toujours là, c'est parce qu'il y a des gens qui les aiment.